Adam Gross presents. Vous avez pu trouver choquants les messages ou les images que vous avez vues sur la miniature, et pourtant ils représentent la réalité de la haine que prennent les youtubeurs et les influenceurs de manière générale en ligne. Un problème trop souvent mis sous le tapis ou alors abordé uniquement en surface, dont j'ai envie de comprendre les raisons profondes aujourd'hui. Et vous verrez, la véritable explication selon moi est pour le moins un peu inattendue. Alors, pourquoi la haine des youtubeurs est dangereuse? C'est très grave les gars ce qui se passe. Sincèrement je vois ça, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté. Ça me met mal de voir des viewers qui viennent, qui passent, qui prennent du temps. Au montage, on donne tout pour que tout le monde sorte bien, justement, que ça crée pas du harcèlement, on marche tout le temps sur des œufs. Et là, j'ai foiré ma mission. Il existe des tas et des tas et des tas de photomontages de mes photos Instagram où en fait des gens utilisent Photoshop, j'imagine, pour retirer mes vêtements. C'est quand même super grave. Genre, j'ai peur pour vous, j'ai peur pour ma famille. Tu vois, quand on est venu chez ma mère, enfin, comment j'avance, tu vois, comment il y a plein de choses, je peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue, ou j'ai peur que, au pire, qu'il vous arrive quelque chose à vous, à mon frère et tout, t'imagines? Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Il a parfois été considéré comme un non-sujet et même parfois utilisé pour mettre en avant les dangers d'Internet. Si un individu de plus de 15 ans est reconnu coupable de cyberharcèlement, il encourt aujourd'hui jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et on observe d'ailleurs de plus en plus de procès pour cyberharcèlement et donc de condamnation pour ces faits. C'est le cas pour les harceleurs des journalistes Nicolas Hénin et Nadia Daham qui ont été condamnés à de la prison avec sursis. Il en fut de même pour des internautes ayant pris part au harcèlement de Mila qui ont écopé de peines similaires. Et on voit tout de suite que cette pratique ne se circonscrit pas uniquement aux jeunes adolescents. En effet, trop souvent, la couverture médiatique du sujet ne concerne que les collégiens et les lycéens. Même si ces derniers restent, il est vrai, des cibles prioritaires, le cyberharcèlement peut toucher n'importe quel internaute, quel que soit son âge, sa catégorie sociale, voire même ses opinions politiques. Mais il existe une autre catégorie de personnes particulièrement exposées et dont on parle souvent sur cette chaîne YouTube, les influenceurs. Depuis de nombreuses années, on voit les créateurs de contenu se plaindre de la haine qu'ils subissent en ligne et faire de la prévention sur le sujet. Une étude intitulée Social Media Influencer and Cyberbullying. A lesson learned from preliminary findings. Souligne la violence auquel les influenceurs sont confrontés au quotidien et la difficulté d'y faire face. Je me souviens plus dans quelle vidéo on avait parlé de ça, mais j'avais expliqué que le cyberharcèlement, et si les gens ont tendance à avoir des propos beaucoup plus haineux en ligne et être beaucoup plus agressifs, c'est tout simplement parce qu'il y a la barrière de l'écran, pour le coup, c'est vrai, tout comme dans les voitures, on voit qu'en voiture les gens sont beaucoup plus agressifs, ont tendance à beaucoup plus s'insulter les uns les autres, tout simplement parce qu'ils sont enfermés, il y a une distance entre eux et la personne qu'ils invectivent, il n'y a pas la barrière déjà de pouvoir prendre la réaction directement, et même il n'y a pas la barrière de voir simplement la réaction du youtubeur sur le message qu'on a envoyé. On a l'impression qu'il s'est perdu dans la masse. C'est un vrai problème et pas uniquement une manière désespérée d'attirer de l'attention. Pourtant, ce sujet reste encore en débat sur bien des aspects. Et je pense intéressant de clarifier une bonne fois pour toutes les choses pour comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière le cyberharcèlement des youtubeurs et ses dangers. L'année dernière, j'avais consacré une vidéo sur les différentes attaques reçues par Lena Situation sur Twitter. On avait vu ensemble qu'il s'agissait d'une communauté restreinte mais très engagée qui se saisissait de la moindre occasion pour s'en prendre à elle. Des vidéos sorties de leur contexte, une extrapolation de sa relation avec Seb, voire même sa coupe de cheveux. Tout était prétexte à faire naître des milliers de tweets à son encontre, parfois blessants, mais surtout souvent insultants. Depuis, le sujet semble s'être un peu calmé. Lena a fait une vidéo pour mettre les points sur les i où elle répond à ces attaques qui concernaient parfois directement ses proches. On parle quand même de la plus grande influenceuse française, qui a pourtant pris le plus grand soin d'éviter les polémiques, les unpopular opinions ou tout autre fait et geste qui aurait pu être à l'origine d'un tel déferlement. À ce titre, le cyberharcèlement de McFly et Carlito n'est pas si éloigné. Il est certes bien moins virulent, mais très présent, encore une fois, principalement sur Twitter. Si, pendant un temps, le duo était une des têtes d'affiche préférées du YouTube Game, l'opinion publique s'est retournée depuis plusieurs années, et encore plus depuis leur participation à une vidéo en compagnie d'Emmanuel Macron qui a fait vive polémique. Depuis, ils se sont retirés des réseaux sociaux, évoquant de leur côté un burn-out et des problèmes perso pour Carlito, notamment vis-à-vis de son fils. Et au moment où ils demandent des sondes rectales
pour son fils malade, on a vu fleurir encore des tweets haineux à son encontre sur le sujet, lui reprochant son hypocrisie. Et parfois, la haine est encore plus grande. Bien avant ça, je me souviens déjà des nombreuses moqueries que Sullivan Gwed, qui s'appelait alors un panda moqueur, recevait lors de son ascension sur YouTube. Son côté efféminé lui était vivement reproché, et les tweets, commentaires, voire même vidéos insultantes à son égard étaient légion. Et cela, encore une fois, sans autre raison qu'un a priori lié à l'apparence ou aux manières du créateur. Le pire étant probablement Bilal Hassani, pour qui les menaces de mort, voire même les projets d'attaque sur certains de ses concerts, sont devenus monnaie courante. Son exposition au très grand public par la télévision, son orientation sexuelle assumée et sa personnalité exubérante ont déchaîné des foules en quête de destruction de sa vie dans des proportions impressionnantes. Pourtant, comme McFly et Carlito, il s'agit d'hommes. Et dans le cas du cyberharcèlement, et particulièrement le cas du cyberharcèlement des créateurs de contenu, il faut l'admettre, les femmes sont plus touchées que les hommes. N'importe quelle femme qui a connu la célébrité sur internet pourra vous faire part des insultes sexistes régulières et intempestives qui rythment leur quotidien. Une vidéo de France TV Slash avec Marie Palot revenait sur le sujet, avec l'intervention de la streameuse Manon Lita qui parlait de la haine récurrente qu'elle reçoit. Parfois, ça va même encore plus loin avec du revenge porn, carrément la création de fausses nudes avec des montages Photoshop. JujuFitCats avait réalisé une vidéo dédiée à ce problème horrible qui la touche en particulier, elle, mais aussi d'autres influenceuses. Et je sais qu'à chaque fois que je spécifie une différence entre les hommes et les femmes, j'ai des personnes qui viennent me le reprocher en commentaire. Mais pour le coup, je n'y peux rien. Dans sa revue d'études à propos du cyberharcèlement, la chercheuse Eileen Gustafsson souligne qu'en effet, les femmes sont plus susceptibles d'être victimes que les hommes. C'est un fait. Et tant que j'y suis sur les unpopular opinions, je considère même que le harcèlement qui vise Magali Berda n'est pas normal. Je suis le premier à dénoncer ces pratiques insupportables, comme en témoigne ma dernière vidéo sur les arnaques des célébrités, et j'espère qu'elle sera condamnée le plus fermement possible. Mais rien ne justifie les menaces de mort ou le harcèlement que ces enfants subissent au quotidien, malgré tout le mal qu'on peut en penser. C'est même pour moi desservir la cause et lui permettre de détourner l'attention médiatique sur le sujet. Il suffit de voir les articles qui sortent à son propos, qui passent plus de temps à parler du cyberharcèlement horrible qu'elle vit que des escroqueries qu'elle a mises en place. Et je sais que ça va faire débat et qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi et qui considèrent que parfois certains youtubeurs méritent d'être cyberharcelés, mais dans le cas de Magali Berda, et encore une fois, je veux pas la défendre, ce qu'elle a fait c'est absolument tout ce que je combats dans le milieu de l'influence depuis le début, et vous le savez. Quand je vois Booba envoyer des centaines de milliers de gens l'insulter, faire croire qu'une sextape d'elle tourne sur internet, alors que visiblement, c'est pas Magali Berda du tout, donc faire du pseudo-revenge porn, exactement comme ce que JujuFitCats dénonce et vit et plein d'autres youtubeuses. Je vois pas pourquoi on devrait le cautionner sous prétexte que la personne qui est visée n'est pas une personne moralement bonne et qui est une personne qui doit être condamnée par la justice. Et donc, personnellement, et ça pour le coup c'est vraiment mon opinion, il n'y a pas de cyberharcèlement mérité, ça n'existe pas. Il y a du cyberharcèlement, point. Surtout qu'on est désormais au fait des dangers et des conséquences que cela peut avoir. Mavachou, une youtubeuse qui mettait en scène sa vie de famille, a subi pendant des années des campagnes de cyberharcèlement, particulièrement sur un hashtag, le hashtag Mavachou. Les insultes, menaces, moqueries et ses difficultés dans sa vie privée l'ont poussée à bout, à tel point qu'elle a mis fin à ses jours en décembre 2021. Un acte qui aurait dû nous alerter encore plus sur la situation des influenceurs face à la haine en ligne. Pourtant, je suis effaré de remarquer qu'il existe encore une culture du cyberharcèlement qui continue d'entraîner des vagues monstrueuses de haine en ligne. Et ce, parfois même à l'initiative des influenceurs eux-mêmes. L'affaire qui oppose Marvel Fitness et Aline Dessine en est probablement l'illustration parfaite. Sans vouloir m'avancer sur qui a raison ou tort, les deux ont été reconnus et jugés coupables de certains faits devant la justice. Leur mise en cause reposait sur leur prise de parole publique à l'encontre de l'autre. De nombreuses affaires similaires ont eu lieu récemment avec par exemple Psyodélique, un youtubeur connu pour se faire l'écho des dramas YouTube du moment, qui est poursuivi en justice par la chaîne Tronchambier pour diffamation, alors que ce dernier lui reproche d'envoyer régulièrement sa communauté harceler des gens. Un article de Numérama revenait quant à lui sur le cas d'influenceurs qui se moquaient ouvertement de jeunes femmes sur Twitter, entraînant des centaines voire des milliers de messages haineux à l'encontre de ces dernières. Évidemment,
cela pose la question de la responsabilité du youtubeur vis-à-vis de sa communauté. Si demain, je fais dans une vidéo une critique acerbe d'un créateur, et que des centaines de mes abonnés en profitent pour aller l'insulter, suis-je coupable de leur comportement? Pas entièrement, c'est évident, mais quoi qu'on en dise, si nos mots et actions entraînent un harcèlement massif d'une personne, c'est peut-être qu'il n'était pas correctement choisi ou formulé, et que malgré nous, nous avons participé au moins à une forme de culture du cyberharcèlement. Et quand je parle de culture du cyberharcèlement, c'est important de comprendre que c'est un terme exprès pour montrer que c'est quelque chose de très global et qu'on fait parfois même sans s'en rendre compte. Il y a plein d'influenceurs qui ont participé à du cyberharcèlement d'internautes simplement parce qu'ils ont cité un tweet pour y répondre, mais comment leur reprocher? Si quelqu'un parle mal de moi en public ou me critique ou m'invective, il est normal que j'ai le droit de lui répondre si jamais je suis pas violent et si jamais je dis pas explicitement aux gens d'aller l'harceler. Je pense même à mes propres vidéos. J'essaye de faire en sorte que mes vidéos qui concernent par exemple notamment des célébrités françaises ou des influenceurs n'aient pas des titres qui soient trop agressifs. Même là pour la miniature j'ai hésité. Pour le cas de la vidéo sur Squeezie ou pour le cas de ma dernière vidéo sur Mastu par exemple, je me suis également posé la question. Parce que je sais que ça peut être pris par les influenceurs comme du cyberharcèlement. Tout ça pour dire que je pense que chacun d'entre nous doit réussir à faire son mea culpa et se rendre compte que même sans le vouloir, parfois, effectivement, on participe à une culture du cyberharcèlement et c'est pas très grave, juste il faut en avoir conscience et faire en sorte de le faire le moins possible, sinon ça peut entraîner sur des grosses dérives. Et pour moi, c'est le cas de la dernière vidéo de Squeezie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a repris un concept très populaire sur Twitch qui consiste à juger si oui ou non une personne bannie d'un chat Twitch mérite d'avoir le droit de s'exprimer à nouveau dessus. Il est vendu comme l'occasion pour les streamers de rappeler les règles de bienséance des lives, mais il est critiqué car il met en scène des comportements toxiques. Et pour cause, si certains bannissements ont lieu pour des raisons qu'on jugera plus ou moins inoffensifs comme un spoil de Game of Thrones ou encore une pub pour sa chaîne YouTube, certains des internautes venus défendre leur réintégration ont eu des propos très graves et choquants à l'encontre des créateurs. Mettre en avant ces personnes et leur comportement revient à les relativiser. Encore plus, car certains sont directement pardonnés, et ça peut même créer un effet Streisand, poussant d'autres personnes malveillantes à faire de même dans l'espoir d'apparaître dans le prochain tribunal des bannis. Évidemment, si je parle de cyberharcèlement et de la vidéo de Squeezie, je suis obligé de parler du cas d'Audrey, qui est donc une viewer qui faisait partie du public de l'audience du tribunal des bannis et qui était intervenue 2-3 fois pour recadrer un peu, notamment les personnes accusées de cyberharcèlement qui comparaissaient pour être débannis en disant non, ils méritent pas d'être débannis, ils ont insulté des gens. Des propos tout à fait logiques et acceptables, mais qui ont irrité certaines personnes sur Twitter, qui ont dit qu'elle était relou. C'est parti dans un vaste débat et dans un cyberharcèlement à son encontre. J'ai vu que Sir Gibbsy a fait une vidéo sur le sujet où lui, il voyait pas trop le problème et il disait qu'au contraire, Audrey c'était bien parce qu'elle permettait d'apporter une sorte d'équilibre à la vidéo qui est très en mode van divertissement sur le cyberharcèlement et qu'elle permettait de recadrer les choses. Sauf que personnellement, je suis en désaccord avec cette vision. Au contraire, Audrey, elle va, malgré elle, souligner le déséquilibre de la vidéo de Squeezie qui pose effectivement problème. Et ce déséquilibre, on le voit dès la miniature, où on voit une personne avec déjà une tête de diable, et on y reviendra, avec une insulte envers un streamer, et les 3 streamers morts de rire. Le message qui est envoyé à travers cette miniature, c'est « cette personne a insulté des youtubeurs en ligne, mais en vrai, on peut quand même en rigoler ». Et du coup, le message de la vidéo est pas clair, parce qu'en fait, on a des petits passages où Squeezie, effectivement, rappelle que le cyberharcèlement, c'est pas bien, la haine en ligne, c'est pas bien, et des passages où Audrey le fait, mais le reste du temps, on est quand même dans quelque chose de très trivial, de très banal. On tape un peu sur l'épaule à la personne qui a insulté Kameto, a insulté Gotaga, a insulté Squeezie. Et donc, si Audrey se fait insulter, c'est parce que pour moi, elle représente ce déséquilibre, notamment auprès des gens qui ont pris ça comme une grosse vidéo divertissement et qui ont voulu passer à côté du message de prévention. Et Audrey, c'était la personne qui était là en mode « Non, mais il y a un message de prévention, attention, la haine en ligne, c'est pas normal. » Et donc, elle apparaissait pour la relou de service, alors que le cœur de la vidéo aurait dû être de faire passer ce message. Et je pense que c'est parce que, malheureusement, Squeezie s'est fait un peu bouffer par son concept, à savoir de réussir à créer du divertissement coûte que coûte, avec une thématique qui est quand même très grave. Pourtant, il est possible de mettre en scène une confrontation au cyberharceleur, d'en faire un contenu sans le tourner en divertissement. Just Triad a ainsi créé un documentaire avec Brut dans lequel il rencontre des personnes l'ayant insulté en ligne pour en comprendre les raisons profondes. Pas de grandes blagues ou de divertissement. Au contraire,
par le décor, les discours tenus par Jusriad et la réalisation, tout fait appel à une forme sémiologique liée à la nature, la sincérité et la transparence, en opposition avec les écrans qui créeraient des barrières protectrices. Je vous le dis super souvent, mais ma chaîne est complètement autoproduite, il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas de financement participatif. Le seul moyen de soutenir mon travail et de faire en sorte que je puisse continuer à faire ces vidéos, c'est simplement de vous abonner. Vous êtes beaucoup à pas être abonné, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, vraiment participer en commentaire, je lis tout le monde à chaque fois, et de regarder les vidéos. Je pense que c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas à leur donner une chance. Cette spécificité de la haine reçue par les influenceurs peut évidemment s'expliquer par la relation transparasociale ambiguë qu'on entretient avec eux. Parfois considérés comme des amis à qui on peut tout dire sur le ton de l'humour, alors que recevoir 50 fois la même moquerie sur le physique, je vous jure, ça fait rire personne. Ou à l'inverse, parfois considérés comme des figures intouchables, qui ne lisent pas les commentaires ou les messages, donc ne peuvent pas vraiment être atteints par cela. Je pense par exemple au forum jeuxvideo.com 15-18 et 18-25 qui pendant longtemps a été réputé pour faire des raids sur des vidéos YouTube où ils allaient dislike en masse et mettre des commentaires négatifs et insultants sur des youtubeurs, et ce dès le début du phénomène des influenceurs. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans internet, qu'on le veuille ou non. Pareil, quand on parle du sujet, on a souvent le droit au fameux mythe du revers de la médaille de la célébrité, que finalement il ne s'agirait simplement que des risques du métier, ou même parfois que le cyberharcèlement est inoffensif, car il suffit d'éteindre l'ordinateur. C'est pour moi une grave erreur d'avoir cette grille de lecture, car elle renverse la charge accusatoire sur la victime. C'est à la victime de s'adapter face au comportement pourtant illégal et immoral de son agresseur, plutôt que de combattre le bourreau. Excluons la victime. Mais pourquoi ça serait à la personne qui reçoit de la haine en ligne de quitter les réseaux sociaux et pas l'inverse? Et surtout, comme je le disais, toute cette rhétorique ainsi que la culture du cyberharcèlement qui l'entoure, ou même la mise en scène des cyberharceleurs qui apparaissent la plupart comme des personnes, comme vous et moi, est l'illustration parfaite de ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal. C'est une expression sujette à de vastes débats philosophiques et pas si facile que ça à appréhender, mais je vais faire de mon mieux pour l'expliquer pourquoi, selon moi, ici, ça s'applique. Pour le contexte, Hannah Arendt est une philosophe et reporter juive chargée de couvrir le procès d'Eichmann, dignitaire nazi, à Jérusalem. Mais alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse la description d'un imposant monstre démoniaque corrompu par l'antisémitisme jusqu'à l'os, il n'en est rien. Elle a face à elle un homme médiocre, insignifiant, sans la moindre envergure. La philosophe explique alors que cet homme banal a fini par ne plus penser, à tel point qu'il serait devenu incapable de faire des jugements moraux. Beaucoup ont pris cette analyse comme une déresponsabilisation de ces criminels de guerre. Mais il n'en est rien. Les auteurs de ces crimes n'en sont pas moins coupables. Par cet oxymore de banalité du mal, Hannah Arendt veut simplement souligner que le mal ne réside pas dans le sensationnel ou l'extraordinaire, mais dans la quotidienneté à commettre les crimes les plus graves. Toute proportion gardée, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire un point Godwin, j'ai l'impression qu'on retrouve cette banalité du mal dans le cyberharcèlement, dont les bourreaux sont finalement des gens très lambda, sans histoire, et dont la démarche est le plus souvent sans réflexion préalable, comme un geste mécanique, naturel, banal. Et c'est cette banalité du mal, et même plus exactement notre refus d'admettre cette dernière, qui selon moi nous empêche de combattre efficacement le cyberharcèlement. Et donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur les rencontres avec les cyberharceleurs dans les différents tribunaux des bannis, où finalement on se rend compte que c'est des mecs sympas, qui font des petites blagues, bon voilà, rien de bien méchant. Mais pour moi, au contraire, c'est encore plus dangereux, et c'est ce que souligne Hannah Arendt, c'est qu'en fait, ça montre bien que le mal, en l'occurrence ici le cyberharcèlement, réside en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut être victime et coupable de cyberharcèlement. Même dans la démarche, à chaque fois, les streamers disent « Ah, mais pourquoi t'as fait ça ?» Et la réponse est toujours la même « Bah, je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai écrit ça sur le pouls, voilà, sans trop y penser. » Et on retrouve encore une fois cette absence de pensée qui caractérise la banalité du mal d'Eichmann pour Hannah Arendt, à savoir avoir abandonné son libre arbitre, sa capacité à réfléchir, à produire de la réflexion. Après, la banalité du mal, c'est une explication pour moi qui permet de mieux comprendre la difficulté de combattre le cyberharcèlement. C'est parce qu'en réalité, les personnes qui en sont à l'origine sont parfaitement banales et contrastent avec la vision du mal
qu'on se fait, mais il y en a sûrement d'autres, et si jamais vous avez des explications, en vrai, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis grave preneur, c'est toujours intéressant. Non, le mal n'a pas besoin d'être représenté par un hacker ultra qualifié qui décide d'envoyer la police arrêter un streamer en live après un plan planifié des semaines à l'avance pour détruire sa vie. Le mal peut résider dans chacun d'entre nous, chacun de nos messages sur internet à propos d'un influenceur, aussi perdu dans l'immensité du chiffre soit-il, aussi banal soit-il. If you enjoyed this video, you might like this one about the truth behind why Elon Musk bought Twitter. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you next Sunday at 3 p.m.